Smart Philo, oh que le sujet est dans l'actualité. Évidemment, on est en pleine campagne présidentielle, les enjeux démocratiques, le vote, les électeurs, ce sera dans un peu moins de 80 jours maintenant. Et on en parle avec Xavier Pavie, avec cette question. Alors là, évidemment, on peut y rester une nuit sur le plateau, bien entendu, mais tout ça va être concentré. À qui le pouvoir, les enjeux de la démocratie, et vous nous en parlez. Elle est sur toutes les lèvres, Xavier. C'est, à l'origine, je l'évoquais en lancement, c'est philosophique. Hein. Je parlais de Périclès, peut-être me trompais-je, mais... Hérodote, mais on peut effectivement convoquer d'une manière générale les Grecs, puisque démocratia, c'est à la fois démos, c'est le peuple, et kratia, c'est le pouvoir. Donc de manière très claire, c'est le pouvoir au peuple. Et il y a une synthèse qui avait été comme ça faite par Abraham Lincoln, le président des États-Unis, qui avait dit « c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple ». Et donc, souvent reprise cette phrase. Hein. Souvent reprise. Très souvent. Parce que c'est comme ça que l'on va définir la démocratie. Elle est grecque, mais elle va prendre effectivement une puissance dans l'ensemble des États. Et Hérodote le dit de manière très claire, avec 3 axes principaux. 1, tout le monde est égaux devant la loi, tous les citoyens sont égaux devant la loi. La notion de prise de parole pour tous et la notion d'accès aux fonctions par tirage au sort ou par élection. Et ces 3 axes-là sont ceux que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les différentes institutions, dans les différents pays au monde. Les ostracons, les ostracas, comme ça qu'on prenait, hein, c'est ça, les morceaux d'ardoise. Exactement. Ça, c'était chez les Grecs. Attention, il faut être un homme libre. Libre, on est d'accord. Et donc, ça représente 10% à peu toute près. Toute petite partie de la population. C'est 10% du territoire d'Athènes. Vous avez bien raison de le préciser, évidemment. Est-ce qu'on peut la définir, cette démocratie, aujourd'hui? Parce que là, on vient de faire un peu d'histoire, les origines, mais aujourd'hui, cette démocratie? Aujourd'hui, il y a toujours un peu la même dimension, en disant il faut certes avoir le peuple qui va gouverner d'une certaine manière avec un système d'élection. Le problème, c'est que ça va avoir une extension très large. Et du coup, on va pouvoir mettre derrière le mot démocratie tout un tas de choses, tout un tas de valeurs. Et la démocratie va être un peu à géométrie variable, si vous voulez. Le Congo, l'Algérie, le Népal, le Sri Lanka, l'Éthiopie, tous ces pays-là, par exemple, ont dans leur nom de pays le mot démocratie. République démocratique du Congo, par exemple. Ouais. Peut-être la plus connue pour ça. Mais tous les pays que je viens de citer ont tous le terme démocratie, et pourtant la démocratie n'est pas forcément toujours respectée. Cette dimension-là est importante parce que qu'est-ce que l'on va mettre derrière le terme démocratie ? Et pour faire un aparté très contemporain, on le voit bien ces derniers mois, pas forcément qu'en France, mais partout, le terme de « on n'est plus en démocratie ». Ça veut dire quoi? Vieille ancienne. Oui. On n'est plus en démocratie. Depuis le jour où on a créé la démocratie, le lendemain, on n'est plus en démocratie. C'est vrai. Par extension, parce que c'est intéressant de le ramener, le mot, évidemment, c'est un mot politique, au sens propre du mot. On va aller voter, c'est la démocratie, ça sera bientôt, et on élira une présidente ou un président. Mais par extension, on parle aussi de démocratie en entreprise, de plus en plus d'ailleurs. On en parle de plus en plus, pour plusieurs raisons que je vais pouvoir évoquer, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que c'était De Gaulle, général de Gaulle, dans ses mémoires, a dit une phrase qui est la transposition, la démocratie en entreprise, la transposition économique de ce qui se passe dans la société, avec, dans l'ordre, dit-il, les droits et les devoirs du citoyen. Ça, c'est la théorie, déjà posée avec De Gaulle. Intéressante. On est citoyen aussi dans l'entreprise. Ce qui, en fait, Arnaud, n'est pas forcément une vérité. Ah. On est plutôt dans une forme de non-citoyenneté dans une démocratie. Vous avez un pays démocratique, mais vous allez avoir un endroit dans lequel il ne va pas franchement y avoir ça. Et l'on peut même parler parfois d'une forme, pardonnez-moi, mais un peu de despotisme que l'on pourrait retrouver dans les entreprises. L'exemple, c'est la société anonyme, si vous voulez, dans lequel l'objectif premier, ça va être la recherche du capital pour les actionnaires, et la question de la démocratie va être complètement reléguée parce qu'il y a une forme d'opposition entre les deux. Qu'est-ce que vous voulez aller rechercher en premier ? Est-ce que c'est le pouvoir donc des salariés que vous voulez donner, ou est-ce que c'est donner des retours à ceux qui ont investi chez vous ? Eh bien, il peut y avoir une contradiction. Là, vous mettez les pieds dans le plat quand même, là, en disant ça. Où je dis ce qui se passe vraiment, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut se gargariser de démocratie parfois dans des pays, je les ai cités, on peut se gargariser parfois de démocratie en entreprise aussi. Vous savez, on peut faire des allers-retours à la fois entreprise et pays de manière assez intéressante. Oui. Un pays que je connais bien, qui est Singapour, le fondateur Lee Kuan Yew a souvent été, à partir de 1965, a souvent été considéré comme un chef d'entreprise. En disant Singapour, c'est géré comme une entreprise. C'est le pays du business. C'est le pays du business. Et il dit, il y a un discours très célèbre, il dit, je cite de mémoire, mais il dit, il n'y aura pas de développement économique de Singapour, donc, si nous n'intervenons pas dans chacun des comportements privés de votre vie.
votre religion, votre race telle qu'il le dit, la façon avec laquelle vous pratiquez votre culte, ce que vous mangez, le bruit que vous faites. Il dit même l'endroit où vous crachez, comment vous crachez. Bref, on veut avoir un contrôle de l'ensemble de votre vie parce que c'est ce qui va permettre le développement économique. Ça, Arnaud, ça a marché quand même, parce que Singapour est une ville qui est prospère. Si on regarde de l'angle du business, entre 65 et aujourd'hui, c'est passé qu'on l'appelle comme ça le pays du tiers-monde au pays du tiers-monde, mais cette fois-ci, évidemment, dans les plus hauts et les plus riches du monde. Est-ce que les choses évoluent? Est-ce que les choses changent? Parce qu'on a bien compris que, en fait, on était citoyen et que ça s'arrêtait à la porte de l'entreprise, ça vous nous l'avez dit. Ça change, ça évolue, parce qu'il y a beaucoup de termes qui ne sont pas forcément autour de la démocratie, mais la raison d'être, le bien-être, la façon dont on accueille le collaborateur. Est-ce que ce n'est pas finalement déjà un peu un dérivé de démocratie, tout ça? Oui, alors vous utilisez, je pense, le bon terme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois la notion de dérivé, comme on parlait tout à l'heure pour les pays. Vous avez plein de nouveaux termes. Un très récent, ce qu'on appelle l'entreprise libérée, oui. Ça peut en faire partie. Mais l'autogestion, oui. L'autogestion est très importante, très intéressante. Vous avez les coopératives, par exemple, la participation. Vous avez évidemment l'actionnariat salarié. Qui renvoie à De Gaulle, je m'autorise. Participation, intéressement, ça c'est De Gaulle. Absolument, absolument. Il voulait effectivement qu'il y ait cette implication-là. Vous voyez, il y a des tentatives. Il y a l'entreprise Hof, par exemple, qui va effectivement mettre son mandat, le président, son mandat sur la table en disant mais si quelqu'un peut faire mieux que moi, élisez quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Danone a donné une action à chaque salarié pour qu'il puisse voter également. Donc oui, vous avez raison. Entre l'autogestion, l'entreprise libérée, la participation, il y a effectivement cette dimension que l'on peut voir de plus en plus arriver. Juste d'un mot, une parenthèse, vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon, lui, souhaite, à travers la voix de tous ceux qu'il représente, pouvoir destituer les hommes politiques comme il le souhaite. Si on le transpose, il y a un peu ce rêve, j'imagine, dans sa tête, de se dire, après tout, les salariés sont les actionnaires de l'entreprise et pourront, en votant, destituer leur patron, parce qu'il y a un peu de ça dans ce qu'il dit finalement. En voulant destituer les élus, c'est aussi vouloir toucher à ceux qui ont le pouvoir, non? C'est vous qui êtes philosophe. Vous avez raison, mais le despotisme marche dans plusieurs façons de voir les choses. Vous comprenez bien qu'effectivement, on peut vouloir destituer quelqu'un à travers la masse. Est-ce que la masse a forcément raison? On peut se poser cette question-là. Vous avez tout à fait... je dirais, montrer une objection vis-à-vis de Singapour quand vous m'avez repris en disant « Oui, mais ça a fonctionné, Singapour. Oui, » Et vous avez raison. Si nous avions demandé à la masse, est-ce que cela aurait fonctionné? Autrement dit, la question est toujours sensible en disant dans quelle mesure je donne le pouvoir à l'un ou à l'autre, et l'un ou l'autre, finalement, ne fonctionne pas vraiment. Je vous donne un exemple. Il y a le patron Jean-Baptiste Gaudin qui faisait des poêles Gaudin. On voit toujours c'est une marque. Une marque qui existe célèbre toujours. Poêle. Quand on fait le tour du périphérique, il y a encore marqué les poêles Gaudin. Jean-Baptiste Gaudin, 1860, explique de manière très claire, et on peut parler d'une certaine manière d'une forme de despotisme éclairé, avec cette dimension droit de vote pour les salariés, éducation pour tous, 1860, droit de vote aux femmes. Il y a, quand vous visitez le familistère de Guise, qui est toujours visitable... Le fameux familistère. Exactement, vous avez une forme de familistère, une forme d'utopie, avec des salles de théâtre, avec le centre médical qui existait auparavant. On a effectivement un patron d'entreprise qui ici va effectivement faire en sorte qu'il y ait une démocratie, on participe, mais il y a quelqu'un qui décide. C'est l'entrepreneuriat social, en fait, de Marc Sangnier, de tous ceux qui pensaient qu'il fallait éduquer aussi les populations ouvrières. C'est de ça dont il est question. C'est un véritable socialisme. On va retrouver ça chez Fourier, on va retrouver ça chez Saint-Simon, par exemple. On va retrouver ce socialisme extrêmement puissant qui va effectivement jauger le peuple et le pouvoir, cette articulation entre les deux. Et lui donner les moyens de comprendre et d'être un vrai citoyen, puisque c'est de ça dont il est question, l'éduquer par le théâtre, par les livres, par la culture. Il n'y a pas de démocratie sans éducation. C'est important de... Et ça, c'est très important, parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, on va dévoyer le terme démocratie en disant, c'est pas une démocratie. Est-ce que vous en êtes sûr? Sur quoi est-ce que vous basez? Quelles sont les lectures, l'éducation qui permettent de juger ce qu'est une démocratie ou pas une démocratie? Ne dites plus jamais devant Xavier Pavie, on n'est plus en démocratie, il vous répondra évidemment. Xavier Pavie, je voulais simplement préciser votre livre que je n'ai pas présenté parmi tous les livres que vous avez écrits, Exercice spirituel philosophique, une anthologie de l'Antiquité à nos jours au PUF, dans lequel, évidemment, un certain nombre d'éléments sont contenus dans la chronique d'aujourd'hui. Il sort dans quelques jours? Le 23 février. 23 février. Là, c'est dans une semaine. Oui, exactement. Bon, là, c'est le moment un peu agaçant. On attend que son livre sorte. Si vous voulez en savoir plus, Exercice spirituel, philosophique, anthologie de l'Antiquité à nos jours au PUF. Quand on était étudiant, on achetait que des livres au PUF. Ah oui.
C'est vrai. Presse universitaire de France, c'est le standard. C'est le standard et c'est même la référence. Merci Xavier d'être venu nous rendre Merci à visite. C'était un vrai plaisir. On fait une courte pause et on s'intéresse à un sujet qui fait un peu écho à l'entreprise libérée, la fameuse semaine des 4 jours. Alors elle fait débat au sein du patronat, au sein du MEDEF qui s'y oppose. Elle fait débat aussi chez les candidats à l'élection présidentielle parce que tout le monde a un peu un avis, pour ou contre d'ailleurs, pour valider ou pas cette fameuse semaine des 4 jours. Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que c'est une révolution? On en parle avec nos invités juste après la pause.